Alors, je suis dans la leçon numéro 3 qui porte sur les nombres en Python. Python supporte toutes les sortes de nombres possibles et imaginables. Et notamment dans cette leçon, je vais vous parler de 3 sortes de nombres, dont surtout les 2 premières sont importantes, à savoir les nombres entiers et les nombres à virgule flottante. Et on va aussi mentionner les nombres complexes qui sont très utiles dans différentes disciplines scientifiques. Alors, si on commence par les nombres entiers, donc les entiers naturels, Python est capable de travailler avec des nombres de précision arbitraire. Il n'y a pas de limite sur la taille des nombres que Python est capable de manipuler. Alors, par exemple, on peut créer facilement un gogol. Un gogol, c'est 10 à la puissance 100. Pour ceux qui ne savent pas, le gogol, c'est le mot qui est à l'origine du nom de la compagnie Google. Au début, les fondateurs de Google voulaient appeler la compagnie Gogol, mais bon, pour différentes raisons, ils n'ont pas pu, donc ils ont fait une variante, ils ont appelé ça Google. Alors, on peut écrire par exemple la variable Gogol est égale à 10, utiliser l'opérateur d'exponentiation en Python qui est une double étoile. Donc si on met une seule étoile, c'est pour multiplier. Quand on en met deux, c'est pour mettre une puissance. Donc là, on met 10 à la puissance 100. On affecte la valeur à Gogol et puis ensuite on appelle la fonction print en lui donnant une chaîne de caractères, virgule, une expression qui sera évaluée comme étant la valeur de la variable Gogol. Et donc si j'exécute ça, ça donne un nombre de 101 chiffres, à savoir 10 à la puissance 100. Alors, il y a évidemment, donc ça, ce sont des nombres entiers. Et puis, Python est capable, évidemment, de travailler aussi avec des nombres à virgule flottante. Donc, je peux, par exemple, écrire l'expression 1 divisé par 3 et passer ça à la fonction print. Print va m'afficher la valeur de 1 tiers, à savoir 0,33333333. Alors, 1 tiers, c'est un nombre qui possède une infinité de 3, de décimales. Et là, la première chose qui est importante de remarquer, c'est qu'en Python, comme dans la plupart des langages de programmation, quand on manipule des nombres en virgule flottante, on a une précision qui est limitée. Donc ici, si vous comptez le nombre de 3 qu'il y en a à peu près une quinzaine, peut-être 16, ce qui correspond à la précision maximale d'un nombre en virgule flottante qui peut être codé en utilisant 64 bits. Donc, on a des ordinateurs dont les processeurs sont des processeurs 64 bits, sont capables de manipuler facilement des 64 bits. Ces bits-là sont encodés selon un certain standard. Vous pouvez cliquer ici si vous voulez en savoir davantage. Et donc, alors ça, il faut savoir que des nombres virgule flottantes, ce sont des nombres réels, mais qui ont une précision limitée. Donc, quand on fait des calculs en sciences, ça se peut qu'il y ait des erreurs d'arrondi, ça se peut qu'il y ait des erreurs qui se propagent dans nos calculs. Et puis là, il y a toutes sortes de techniques pour éviter que ça se produise, techniques qu'on n'abordera pas dans le cours, mais je vais simplement vous mentionner que ça existe. Finalement, en Python, il y a tout ce qu'il faut pour manipuler des nombres complexes. Donc, si vous savez ce que c'est, tant mieux. Vous pouvez faire des calculs en nombres complexes avec Python. Si vous ne savez pas ce que c'est, peut-être que vous n'en aurez jamais besoin, mais ce n'est pas grave, c'est là et c'est disponible. Alors, les opérateurs arithmétiques qui peuvent travailler sur des nombres, autant sur des nombres entiers que sur des nombres à virgule flottante, j'ai énuméré ici les principaux opérateurs, c'est plus, moins, fois, divisé, donc les grandes opérations. Et là, il y a un opérateur, donc le plus, le moins, l'étoile pour multiplier, la barre oblique pour diviser. Et il y a aussi l'opérateur double barre oblique qui, lui, fait une division en entier, c'est-à-dire qu'on lui donne deux nombres entiers et le résultat va être un autre nombre entier.
Ça, c'est ce qu'on appelle la division entière, là. Ça veut dire que le résultat de la division est un nombre entier. Donc, dans une division entière, il va y avoir un reste de la division. Par exemple, si je divise 3 par 2, ben, dans 3, on peut mettre 2 une seule fois, et il nous reste il reste 1, parce que 2 plus 1, ça fait 3. Donc, si on s'intéresse à récupérer le reste de la division entière, on va utiliser l'opérateur pourcentage qui s'appelle aussi l'opérateur modulo. Donc, si par exemple je divise 7 par 2, ben, dans 7, il va rentrer 3 fois 2 avec reste 1. Donc, je vais pouvoir utiliser ces opérateurs-là lorsque je suis intéressé à avoir un résultat qui est un entier. Quand on additionne, on soustrait, on multiplie. Si on additionne, on soustrait, on multiplie des entiers, le résultat va être un entier. Si un des deux nombres est un nombre à virgule flottante, le résultat sera un nombre à virgule flottante. Quand on divise, que l'on divise des nombres entiers ou des nombres à virgule flottante, le résultat sera toujours un nombre à virgule flottante. En tout cas, quand on utilise l'opérateur une seule barre oblique. 2 barres obliques, le résultat va toujours être un entier. Et puis finalement, on l'a vu dans l'exemple précédent avec le gogol, le double étoile, c'est l'opérateur d'exponentiation. Donc on met à la puissance le premier argument à la puissance du deuxième argument. Donc ici, j'ai mis quelques exemples. 3 plus 4, ça donne 7. Et là, j'ai fait 3 plus 4. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de point décimal dans ces nombres-là. Donc, c'est nécessairement des entiers. Donc, le résultat est un entier, ça donne 7. Et là, j'ai fait exprès, j'ai fait 3 plus 4.0. Donc, j'ai additionné un nombre entier avec un nombre à virgule flottante. Ça me donne 7.0. Parce que j'ai additionné un entier avec un nombre à virgule flottante, le résultat sera toujours un nombre à virgule flottante. De même, si je soustrais 3 moins 4, ça donne moins 1. Et il n'y a pas de point, donc c'est une valeur entière. Si c'était une valeur à virgule flottante, il y aurait un point décimal. Mais si je fais 3 moins 4.0, ben là, ça me donne moins 1.0. Donc, il faut se rappeler de ça. On peut mélanger des nombres entiers avec des nombres à virgule flottante, mais dès qu'il y a un nombre à virgule flottante, le résultat va être un nombre à virgule flottante. Parce que si on mettait un résultat en entier, on perdrait de l'information. Quand on utilise l'opérateur double barre oblique, c'est parce qu'on accepte explicitement de perdre de l'information. Alors voilà, donc je l'ai déjà dit, si je divise 6 par 2, ça va me donner 3.0. Pourquoi? Parce que la division donne toujours un nombre à virgule flottante. Même quand le résultat est un entier. En fait, le résultat ici, dans le cas de cet opérateur-là, le résultat n'est pas un entier puisqu'il y a un point décimal. Par contre, si j'écrivais 6 barre oblique 2, là, ça me donnerait 3 sans point décimal. Et si je divise 3 par 2 de façon entière, donc ça veut dire que 2 ne rentre qu'une seule fois dans 3, donc le résultat c'est 1. Et l'opérateur modulo, donc 6 modulo 2, donc le reste de la division de 6 par 2, ça va être 0 ici, parce que 2 rentre 3 fois exactement dans 6. Par contre, 3 modulo 2, ça va me donner un reste de 1, parce que 2 ne rentre qu'une seule fois dans 3. Si je divise 3 par 2, ça me donne 1.5, mais supposons que je veux avoir la valeur entière de ça, je peux appeler une fonction qui s'appelle int. Cette fonction-là, int comme dans integer, donc c'est une fonction qui va convertir mon nombre à virgule flottante en un nombre entier. Donc si j'écris int de 3 barre oblique 2, ça va me donner 1. 1 va être affecté à x, print x, ça va afficher 1. Donc c'est bel et bien ce qui s'est passé. De la même façon, si je prends un nombre entier 3, je sais que c'est un entier parce qu'il n'y a pas de point décimal, et que je le passe à la fonction float en anglais comme dans floating point number,
Le résultat va être un nombre à virgule flottante, donc le résultat va être 3.0. Je vais affecter ça à x, print x. Ça me donne bel et bien 3.0. Des nombres complexes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des nombres qui ont deux composantes, qui ont une composante réelle et une composante imaginaire. Et donc, quand on veut construire un nombre complexe, on appelle la fonction complexe en lui donnant deux nombres. Donc, ça peut être deux entiers, ça peut être deux nombres à virgule flottante, ou ça peut être un entier et un nombre à virgule flottante. Ça n'a pas d'importance. Cette fonction-là complexe va construire un nombre complexe. Et là, ici, le résultat va être affecté à la variable x. Donc, la valeur de la variable x va être un nombre complexe défini par une partie réelle de 2 et une partie imaginaire de 5. De la même façon, je peux affecter un autre nombre complexe à y, mais celui-là aura une partie réelle de moins 2 et une partie imaginaire de 3. Et puis après ça, je peux faire des opérations arithmétiques sur ces deux variables-là, comme je fais des opérations arithmétiques avec les autres sortes de nombres. Donc, je peux afficher la valeur de x, la valeur de y, la valeur de x plus y, la valeur de x fois y, et Python va faire les bons calculs pour obtenir des résultats qui sont des nombres complexes. Et donc, un nombre complexe, Python, quand Python affiche un nombre complexe, il va l'afficher toujours de cette façon-là. Donc, il va mettre une paire de parenthèses, et là, il va mettre la partie réelle plus la partie imaginaire. Et la partie imaginaire, elle se termine toujours par un J pour indiquer que c'est la partie imaginaire. Donc, on avait 4 résultats. Les deux premiers résultats sont des nombres complexes avec une partie réelle et une partie imaginaire. Le deuxième résultat est un nombre complexe qui n'a qu'une partie imaginaire. 8J, c'est un nombre complexe. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de partie réelle? Parce qu'on additionne les deux nombres complexes, puis les parties réelles se sont annulées. 2 moins 2, ici, ça s'est annulé. Et puis, donc la multiplication de nombres complexes, c'est pas une multiplication composante à composante, c'est un peu plus sophistiqué, mais en tout cas, Python sait comment faire la multiplication. Et voici le résultat de x fois y. Alors en Python, quand on calcule des expressions, donc on prend des constantes, des variables et qu'on met des opérateurs entre ces constantes et ces variables, il y a la notion de préséance des opérateurs. Donc il y a des opérateurs qui sont plus prioritaires que d'autres. Donc si par exemple je veux calculer cette expression-là ici, ce que Python va faire, c'est qu'il va faire A fois B d'abord, ensuite il va faire C fois D, puis ensuite il va faire la somme des deux résultats. Et pourquoi est-ce que je vous dis que c'est ça qu'il va faire? Ça n'a rien à voir avec l'espace qu'il y a à la gauche et à la droite du plus. Ça a seulement rapport avec le fait que l'opérateur de multiplication est plus prioritaire que l'opérateur d'addition. Donc quand Python voit une multiplication à faire, il va d'abord faire la multiplication, puis ensuite il va faire l'addition. Donc, si on veut contrôler la priorité des opérateurs, on peut insérer des parenthèses dans nos expressions. Donc ici, je dis explicitement à Python, en mettant des parenthèses autour de A fois B, je lui dis explicitement que je veux que d'abord il calcule ça. Puis là, ici, j'ai mis une autre parenthèse autour de C fois D, et là, je lui dis explicitement qu'il doit faire ça d'abord, et puis le plus, il va prendre le plus du résultat de ça avec le résultat de ça. Mais, donc ça, il va faire la même chose qu'il aurait fait de toute façon en écrivant ça, parce que mes parenthèses indiquent la même priorité que la priorité par défaut des opérateurs. Mais rien ne m'empêche de lui demander de calculer A fois B d'abord, ensuite d'additionner C au résultat de A fois B. Et là, pourquoi il ferait ça? Parce que je lui ai mis des parenthèses pour le forcer à faire les calculs dans cet ordre-là. Et ensuite faire la multiplication avec D. Et donc, ces deux expressions-là n'ont pas la même valeur parce qu'on n'a pas appliqué les opérateurs dans le même ordre. Donc là, maintenant, vous voyez que la première expression donne 14 alors que la deuxième donne 20.
et vous referez les calculs vous-même à la main pour vous assurer que c'est bien les bons résultats. Alors ça, c'est pour les opérations arithmétiques. En Python, on peut tout faire. On peut tout faire. Il y a des modules qui sont spécialisés pour faire à peu près tout ce qu'on peut imaginer comme calcul numérique. Et donc, je vous parle rapidement d'un module qui s'appelle le module Math, M-A-T-H. Donc, c'est un module qui contient toutes sortes de fonctions mathématiques bien utiles, comme par exemple les fonctions trigonométriques, de cosinus et de sinus, de racines carrées, et bien d'autres. Donc, je ne les énumère pas toutes, c'est documenté. Pour utiliser le module Math, il faut au préalable dire à Python d'importer le module Math. Donc, on exécute un énoncé qui s'appelle l'énoncé import. On lui donne le nom d'un module. Et là, à partir de là, on va pouvoir utiliser tout ce qui est défini dans ce module-là. Donc, notamment, il existe la fonction SQRT, qui est la fonction square root, donc la racine carrée, qui est définie à l'intérieur du module Math. Donc, quand j'écris math.sqrt, je dis à Python d'aller chercher cette chose-là, SQRT, à l'intérieur de Math. Et là, je mets une paire de parenthèses avec une expression entre parenthèses. Donc, Python va évaluer cette expression-là, qui est une expression constante, va passer le résultat à la fonction square root, qui, elle, va retourner la racine carrée de ce nombre-là. C'est 15. C'est ça? On va l'afficher ici. Oui, c'est bien ça, c'est 15. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, le 225 est passé à la fonction racine carrée qui fait le calcul de la racine carrée, donc on obtient 15. Et le résultat de la fonction racine carrée est elle-même passé à la fonction print qui s'occupe de l'afficher à la console. Donc le nombre est affiché ici. Vous voyez que c'est un nombre à virgule flottante, ce n'est pas un nombre entier, malgré le fait qu'au départ, on est parti d'un nombre entier, mais SQRT retourne toujours un nombre à virgule flottante. Si vous voulez savoir l'ensemble de toutes les fonctions qui existent à l'intérieur du module Math, une chose que vous pouvez faire, c'est simplement appeler la fonction help, qui est une fonction standard de Python, qui va vous donner de l'aide sur tout ce qui existe à l'intérieur de MATH, évidemment après l'avoir importé. Donc ici, je n'aurais pas vraiment besoin de l'importer parce que je l'ai déjà importé là, mais ça ne fait pas de tort de le réimporter de nouveau. Donc là, à partir de là, Python me donne de la documentation sur tout ce qu'il y a dans Math, donc me décrit les différentes fonctions. Donc il y a la fonction ACOS, ACOS-H, l'arc sinus hyperbolique, bon, etc., etc., etc. Il y en a plusieurs autres. Et puis, ce n'est pas la seule chose que Python est capable de faire parce qu'il y a d'autres modules encore plus spécialisés pour faire des fonctions mathématiques plus avancées. Donc ça, c'est juste le b.a.-ba des fonctions mathématiques qui sont définies dans le module Math. Et tantôt, on a défini une approximation de pi. Dans le module Math, il y a aussi des variables qui sont prédéfinies. Donc, il y a la variable pi qui est définie à l'intérieur de Math. Donc, après avoir importé le module Math, vous pouvez écrire math.pi. Et là, c'est ça la valeur que vous allez avoir. C'est la valeur de pi à 15 décimales. Bon. Donc voilà, ça complète cette leçon. Je vous encourage fortement à jouer avec les différents opérateurs, à expérimenter à l'intérieur de votre notebook. Donc, n'hésitez pas à changer les exemples. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans les exemples, il n'y a pas de souci. Quand vous rechargez, donc là ici, je vais recharger la page. Quand je recharge la page est réinitialisée comme elle était à l'origine. Donc, même si vous avez complètement massacré les exemples, là, après avoir rechargé la page, vous récupérez les exemples d'origine de la leçon. Donc, n'hésitez surtout pas à jouer avec les exemples. Au contraire, vous devez expérimenter. Et quand vous posez une question, là, qu'est-ce qui se passe dans telle situation particulière? Essayez-le. Allez dans une cellule et puis essayez de faire la chose en question et vous verrez bien qu'est-ce que ça va donner. Et c'est en expérimentant comme ça que vous allez finir par comprendre.